Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet d'importance, c'est la question du syndicalisme. Du syndicalisme, parce que vous savez, moi je m'inscris dans l'héritage du mouvement ouvrier, dans ce que je défends. Hein, dans deux héritages, hein, le républicanisme français et le mouvement ouvrier. Hein, voilà. C'est les deux grands courants dans lesquels j'inscris ma pensée politique. Et pour être vraiment dans le concret, il faut quand même parler du syndicalisme. J'ai un peu évoqué le sujet en disant que je défends le syndicalisme en tant que lutte concrète de la classe ouvrière. Mais ici, il sera question à divers degrés des limites du syndicalisme, de comparaison historique, de rapport entre rapport entre syndicalisme et politique. En l'occurrence, voilà. En l'occurrence, je vais déjà vous parler de la question du syndicalisme et du RN, particulièrement de la CGT, de Sophie Binet et du RN. Alors, j'ai plusieurs articles que je vous mettrai dans les liens en description. Je vais pas tout vous lire parce qu'en fait, je vais pas vous les lire, je vais juste vous citer un peu vous résumer un peu ce qu'il en a été dit, hein, grosso merdo. Euh, et ben, dans l'ensemble, c'est une charge contre le RN, dans laquelle le RN est désigné comme l'ennemi des travailleurs. Alors, j'ai rien contre ça en fait. Moi, à mon sens, le RN est un parti opportuniste bourgeois. C'est un parti libéral sécuritaire. Mais je j'ai quand même des différences d'analyse. C'est-à-dire que c'est un parti libéral sécuritaire, du point de vue de pas mal de gens de gauche. Le RN, c'est la bête immonde, c'est la droite la plus réactionnaire, fasciste, c'est le retour du petit moustachu. À mon sens, cette analyse-là est très émotionnelle. Voilà, si le fascisme, c'est bel et bien une idéologie au service du capital, les trois quarts des partis politiques français ont la fonction de classe du fascisme, hein. En premier lieu, LFI, mais aussi Renaissance, qui s'appelait avant LREM, donc les macronistes. Voilà, je ne pense pas que les RN soient un parti fasciste, voilà, comme on aime le désigner. Je pense que c'est un parti de droite qui fera une politique libérale similaire à Macron. Voilà. Je pense on a une gauche qui est très hystérique sur la question du rassemblement national et qui, comment dire, se, se couvre de ridicule chaque fois qu'elle veut attaquer le RN. Moi, je n'aime pas ce parti-là, qui a une histoire qui est tout à fait critiquable, on comprend en fait du point de vue de l'histoire de ce parti qui est le Rassemblement national, la raison pour laquelle celui-ci se fait traiter de fasciste. Parce qu'il y avait effectivement des gens qui viennent de l'extrême droite canal historique. Aujourd'hui, c'est un parti qui se macronise. Mais d'un autre côté, c'est un parti qui, à mon sens, a attiré une base ouvrière. Pourquoi une base ouvrière? Parce que la plupart des prolos, des ouvriers, des paysans, des catégories classe moyenne populaire, voilà, le discours sur l'inclusivité, le genre, la binarité, la non-binarité du genre, les gender fluides, les transgenres fluides, les véganes, les discours pro-immigration, l'écologie limite décroissante ou l'écologie un peu bobo et compagnie. Enfin, tous les discours un peu sociétaux de la gauche un peu coconne, les discours pro-islam à toutes les sauces, le fait de parler de la Palestine sans arrêt, mais sans que le contexte s'y prête forcément, par ailleurs. Voilà, je veux bien qu'on parle de la Palestine, mais il y a des gens, ils en font leur fonds de commerce, et bon, on voit bien qu'ils se foutent de la gueule du monde, par ailleurs.
le communautarisme, voilà, l'immigrationnisme, tout ça, ça n'attire pas les classes populaires. Résultat, vous aviez des gens qui auparavant votaient à gauche, votaient socialiste, votaient communiste, qui aujourd'hui se retrouvent au RN. Voilà. Donc, grosso merdo, dans les différents articles, il parle du fait que le RN, c'est de la fraude parce qu'ils accusent les immigrés de tous les maux. Et là, il faudrait accuser le patronat. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut accuser le patronat. Euh, je suis- Moi, je suis communiste, donc voilà, voilà. Mais qui disent ouais, que le RN accuse les immigrés à la place du patronat. Bon, seulement, on a une gauche qui, de l'autre côté, ne voit aucun problème avec l'immigration. Ce qui est le contraire de Jaurès, de Marchais ou de Marx, lorsqu'il parle de l'immigration comme armée de réserve du capital, et lorsqu'il évoque le cas de l'immigration irlandaise en Angleterre, ce qui ne fait pas très plaisir aux ouvriers anglais qui voient que le patronat, justement, se sert de l'immigration irlandaise pour briser l'organisation des ouvriers anglais et faire peser les salaires à la baisse. Alors, c'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur. Euh, les discours à fond sur le réchauffement climatique, qu'il y ait des problèmes écologiques, climatiques, c'est une chose, mais je ne pense pas que la gauche, avec une baguette magique, va résoudre le problème climatique, si vous voulez. C'est pas en parlant sans arrêt H24 du climat avec un ton moralisateur qu'on change quoi que ce soit. Et surtout pas avec une gauche PS, ELV, LFI, qui de toute façon ne veut pas sortir de l'Union européenne et donc ne pourra pas faire de transformation économique, sociale, de gauche, en faveur des travailleurs, en faveur d'une politique populaire. Donc, nous donner des leçons là-dessus, c'est nous donner des leçons sur, sur la gauche comme le camp de la vertu contre la méchante extrême droite, c'est tout à fait ridicule. Euh, Ça exigerait une gauche qui ait une pensée un peu plus aboutie. Euh, donc, il y a des accusations de racisme et d'antisémitisme vis-à-vis du RN, ce qui, du point de vue historique, est tout à fait juste quand on voit la personne de Jean-Marie Le Pen, qui aujourd'hui est mort, ce qui n'est pas vraiment tout à fait le cas pour ses successeurs, qui sont surtout une droite libérale, voilà, qui à un moment parlait de souveraineté par ailleurs, ce qui a attiré des catégories populaires. Mais voilà, enfin, pour le coup, l'antisémitisme et un racisme entre guillemets de gauche, ça c'est LFI. LFI qui, dans son discours propale, confond et a deux doigts de confondre antisémitisme et antisionisme. Enfin, cache très mal un certain antisémitisme derrière de l'antisionisme. LFI qui soutient tellement un discours pro-islam elle va laisser couler beaucoup, elle va laisser faire passer beaucoup de choses qui sont plutôt de l'ordre de l'antisémitisme au nom de sa défense de l'islam. Hein, pour des gens comme Mélenchon, l'antisémitisme, c'est quelque chose de résiduel en fait. Mais par contre, il y a de l'islamophobie partout. Et donc, il faut combattre tous les méchants islamophobes. Il y a ces deux poids mesures constants. C'est un deux poids deux mesures constant. Alors, ils accusent aussi le RN de ne pas être dans une opposition capital-travail, mais franchement, ça, c'est pas typique, c'est pas propre au RN. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la gauche, tout comme une bonne partie, tout comme la droite en fait, il y a une partie de la gauche qui, tout comme la droite, libérale ou réactionnaire ou conservatrice, qui n'est pas anticapitaliste. Une gauche social-démocrate ou voire pire, social-libérale, qui ne voit aucun intérêt, qui ne voit aucun antagonisme, aucun intérêt de classe du point de vue ouvrier, aucun antagonisme entre patron et ouvrier, ça existe. Ça s'appelle le PS, ça s'appelle LFI, ça s'appelle ELV. Même si LFI maquille son côté PS, dont elle est originaire,
par un côté gauche radicale qui n'est en réalité qu'une esthétique. Euh, Ils nous parlent de féminisme. Ils nous disent que l'extrême droite caricature le féminisme en lutte des sexes. Mais c'est exactement ce qu'est devenu le féminisme. Un discours petit bourgeois. Ils le disent quand ils disent que l'extrême droite, pour eux, pour l'extrême droite, les féministes s'appuieraient que c'est des confédérations de petits bourgeois. C'est vrai. Le féminisme, c'est devenu un truc de petits bourgeois, euh, pour le coup. Et donc, il nous parle d'égalité entre les hommes et les femmes. Je suis tout à fait d'accord avec l'égalité entre les hommes et les femmes. Je serais tout à fait contre des politiques de quotas pour résoudre ces problèmes-là. Voilà. Euh, L'extrême droite sur les libertés publiques, ouais. Oui, oui, parce qu'il nous parle des légitimes défenses, parce qu'il nous parle du fait que l'extrême droite défendrait la légitime défense des forces de l'ordre et l'instauration d'un permis de tuer. Alors, pour ce qui est de l'extrême droite, elle arrive à mon sens, le RN arrive à récupérer un électorat populaire parce qu'ils promettent à la population la sécurité, c'est-à-dire que la gauche promet le social, et c'est ce qui attire une partie des classes populaires vers elle, c'est-à-dire le logement, la nourriture, la sécu, la santé, pouvoir se soigner, éduquer ses gosses gratuitement, pouvoir avoir accès gratuitement au transport. Tout un tas de choses qui sont une sécurité, on va dire les choses matérielles, une sécurité sociale, oui, enfin voilà, une sécurité d'un certain point de vue. La gauche peut séduire énormément avec ça. Même si en réalité elle est incapable de le faire, puisque à un certain niveau, puisqu'elle elle est tombée dans une bonne partie en tout cas, est tombée dans de l'euro-atlantisme. La droite, elle, promet de la sécurité au sens policier strict du terme. Alors, c'est un peu plus large. Elle promet la sécurité du point de vue contre la criminalité et les délinquances. Un travailleur veut à la fois avoir un logement, ou avoir à manger, mais aussi qu'il n'y ait pas un délinquant qui lui crame sa bagnole, dont il a besoin pour aller au boulot, que ne pas se faire poignarder dans la rue, pouvoir vivre tranquille et pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Voilà. Quand on a une gauche qui défend des discours woke, je suis désolé, mais ou immigrationniste ou anti-flic, bah, déstabilisant en tout cas, de façon générale, elles ne se, so- des gens des classes populaires ne se sentent pas en sécurité. Euh, voilà, je peux comprendre qu'il y ait des violences de la police et qu'il faille purger la police d'éléments problématiques, d'éléments violents, d'éléments réactionnaires. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y ait une réforme de la police, qu'il y ait des systèmes de contrôle citoyen pour vérifier qu'il n'y ait pas d'abus, de violence policière et que on puisse juger les gens qui font de la merde. Mais en revanche, je serais contre les discours anti-flics primaires qui, euh, qui sont tout à fait contre-productifs quand il y a des problèmes de criminalité, de délinquance, dont les premières victimes sont les classes populaires. Je rappelle que le droit à la sécurité, c'est un droit pour les classes populaires. Voilà, donc je vais apporter ces nuances. Donc ils veulent mélanger les discours féministes, antiracistes. Alors ils n'ont pas trop évoqué les questions LGBT, mais ça c'est encore un autre sujet. Les discours contre l'antisémitisme, contre. Mais bon, aujourd'hui, quand je vois des gens de gauche qui me disent qu'ils luttent contre l'antisémitisme, je vois beaucoup de trucs sur les LGBT, sur l'islam, mais en réalité, sur la lutte contre l'antisémitisme, à gauche, je vois rien là-dessus, hein, sur ce qu'ils veulent faire concrètement. Euh, mais ils mélangent tout ça avec, on va dire, le sociétal, des questions de société, des questions socioculturelles, pas que ça soit pas important, mais que ça soit autre chose que le social, avec le social, c'est-à-dire les salaires, les retraites, la représentation des salariés d'entreprise, l'opposition capital-travail, justement, le logement, services publics, sécurité sociale, emploi, voilà, toutes ces choses-là. Il les mélange ça avec, euh, il mélange ça avec le sociétal. Il nous parle d'antifascisme, comme si on était dans les années 30. Il y a un gros problème de ce point de vue-là, à mon sens.
C'est un problème de communication qui est grave, mais aussi de ligne politique. Normalement, ils sont pas censés avoir de ligne politique au sens partisan du terme, puisque il y a souvent des gens qui nous rappellent la charte d'Amiens, hein, quand même. Donc il y a parfois un double discours sur cette question-là, sur la question de la séparation entre partisanerie et syndicalisme, parce que quand on est à ce point obsédé par un parti politique, on fait quelque part de la partisanerie, même si c'est pas la promotion d'un parti politique, mais la lutte contre un parti politique en particulier, ben, ça fait quand même un peu partisanerie d'une certaine façon. Au-delà du fait, au-delà de ça, ça mène à deux problèmes. D'une part, il y a énormément de travailleurs il y a une partie des travailleurs qui sont à gauche, une partie qui sont abstentionnistes, et une partie quand même qui est membre du RN. Quand vous leur dites l'ennemi c'est le RN, vous contribuez au recul de la CGT en nombre d'adhésions. Quand vous avez une grande... Et en plus, ils s'en rendent compte qu'il y a quand même une partie importante des travailleurs qui sont attirés par le RN. Le problème, c'est que si vous voulez leur bourrer le mou avec du progressisme, avec de la lutte contre le RN, ça va avoir l'exact inverse de ce que vous voulez produire. Voilà. À mon sens, ce qu'il faut viser en termes d'ennemis, c'est le MEDEF plutôt que le RN. Éventuellement, si vous y avez un focus sur Macron, vous pouvez rassembler des gens de gauche et des gens de droite contre Macron, qui est l'actuel président, et qui représente ce que certains appellent l'extrême centre, le néolibéralisme, donc soit le pire de la gauche sociétale et de la droite d'argent. Euh, le libéralisme complet, hein, Macron, c'est le libéralisme intégral sur le plan culturel et économique. Donc là, vous pourriez faire quelque chose d'efficace en ayant un discours anti-Macron, mais un discours anti-Le Pen, enfin anti-RN, c'est plus Le Pen, c'est Bardella, qui ressemble beaucoup à Macron, mais par ailleurs, mais voilà, on sait qu'ils sont capitalistes, mais le PS aussi est capitaliste. Et les filles aussi est capitaliste, par leur refus de s'opposer à l'Union Européenne, à l'euro et à l'OTAN, par leur aliment à toutes les causes woke les plus débiles qui soient, voilà, par le fait qu'ils soutiennent en bons réactionnaires qu'ils sont, qui soutiennent les islamistes, qui soutiennent au nom de la défense de la lutte contre l'islamophobie, ils font le jeu du frérisme. Du coup, ils ont oublié que la religion c'était l'opium du peuple, ces gens-là. Bon, mais voilà, en visant un parti en particulier, voilà, il y a un problème. Donc d'une part, vous mettez à dos une partie des travailleurs qui sont sympathisants ou adhérents RN, voilà, tout en étant totalement contre le RN qui, à mon sens, va juste reproduire du macronisme. Je pense qu'il y a aussi des gens, braves gens qui se font avoir par le RN et qu'il y a aussi une base eurolucide dans les sympathisants Rassemblement National. Voilà. Euh, qu'il faille les combattre, je l'entends, mais sur le plan politique, pas sur le plan syndical, surtout si on se revendique de la charte d'Amiens. Euh, donc voilà, d'une part, on se met à dos ces travailleurs-là, alors que sur le terrain, on s'en fiche de savoir pour qui tu votes. Sur le terrain, on doit dire ensemble, camarades, contre le patronat. Ensemble, camarades, on fait la grève. On obtient des revendications concrètes en termes de salaire, par exemple, en termes d'emploi, de conditions de travail. Et ça, que la personne vote PCF, LFI, PS, RN, ou je ne sais quoi d'autre, ou NPA, ou machin, ou truc, ou bidule chouette, du moment où la personne fait grève avec vous, quelle que soit son étiquette politique, dans un syndicat comme la CGT, on est censé dire qu'on est camarade, même si on a des accords politiques par ailleurs. Si on se met d'accord sur des objectifs concrets, qui sont des objectifs de lutte syndicale, des objectifs pratiques, et ben là, on va pouvoir dépasser les querelles partisanes. Là. Donc du coup, c'est l'exact inverse quand vous avez ça. Voilà. Deuxième chose, c'est que cette lutte contre le RN,
avec le peu de nuances dont sont capables aujourd'hui les gauchistes, la gauche, les militants de gauche, on va voir le risque d'avoir de gens qui confondent le progressisme et le wokisme, le conservatisme avec la réaction et le traditionnalisme. Or, tout conservateur n'est pas un réactionnaire ou un traditionnaliste, tout progressiste n'est pas woke, etc., etc. Donc, avec ça, on va dire un communiste à l'ancienne, très marchésien, critique de la migration, un mec de gauche, laïque, républicain, qui critique le port du voile, surtout quand il voit des gens de gauche se revendiquer féministes à côté, qui trouvent ça complètement hypocrite. Quelqu'un qui critique les opérations de changement de sexe et qui est par ailleurs est communiste, laïque, républicain, démocrate, tout ce que vous voulez. Quelqu'un qui critique l'Union européenne, qui nous met quand même pas mal dans la merde, et qui se fait accuser de nationalisme par cette gauche très, très spéciale, on va dire, parce qu'on a quand même des cas d'individus qui veulent abolir les frontières. Tous ces gens-là sont confondus avec le RN et avec l'extrême droite. Donc vous avez quelqu'un qui serait philippotiste, par exemple, même si on peut critiquer Philippot, les patriotes et compagnie, il serait associé oui, c'est le sophisme, par un sophisme d'association, ben, il serait associé au RN, dont ils ont scissionné par ailleurs, parce que Philippot avait plutôt une fibre chevènementiste, il serait plutôt sur une ligne gaulliste sociale, euh, un peu comme un parti de gauche qui était le MRC à l'époque. Donc pas l'extrême droite canal historique, ni la droite libérale, eh bien, serait associé au RN, donc traité de facho, et, voilà, et donc des gens de droite souverainiste sociale et républicaine, donc des gens qui auraient pu s'accorder, qualifier à certains égards comme plutôt de gauche, et même parfois plus à gauche que la social-démocratie sur certains points. Euh, voilà, les gaullistes sont quelque part sur le plan économique et social, certains sont entre la social-démocratie les communistes. C'est-à-dire que quand vous proposez quelque chose qui va un petit peu plus loin que les sociodémocrates, voilà. Mais voilà, donc des gens qui sont d'une droite gaulienne, c'est des fachos, c'est des conservateurs, donc ils se font traiter comme des ennemis comme le RN. Des mecs du PCF à l'ancienne aussi, des mecs qui seraient sur une ligne jaurésienne à l'ancienne, des mecs qu'on accuserait d'être étatistes, d'être staliniens, tout ce que vous voulez. Vous avez des gauchistes pour qui Staline est un homme de droite. Bon, ou pour qui, si tu veux pas abolir l'État et les frontières, tu serais un mec de droite. Alors, évidemment, ce qui domine à gauche ne veut pas abolir l'État, mais le discours anti-frontières des anards, anti-national, ça les arrange bien pour avoir une caution pour leur politique sociale libérale. Donc quand vous êtes réellement d'une gauche un peu à l'ancienne, un peu old school, comme diraient certains, vous ferez traiter de rouge-brun, fasciste, conservateur, réac, homme de droite. Et donc quand vous avez un discours anti-RN, eh bien, la pente glissante, j'aime pas forcément l'argument de la pente glissante, parce que mais la pente glissante, c'est que ça se retourne contre des gens de gauche. Hein, voilà, ça c'est. Il faut quand même s'en rendre compte. Alors, ça c'est un point. C'est un point, et je vous mettrai toutes les sources sur le sujet dans la description. Une qui est de la CGT, une autre qui est de truc option au cœur du social, et l'autre qui est Politis, où il y a une entrevue entre Sophie Binet et François Ruffin. Malgré le fait que j'apprécie quelque peu François Ruffin pour certaines choses, je trouve que François Ruffin est quelqu'un d'assez mou. Je préfère François Ruffin à Mélenchon. François Ruffin m'a l'air plus humain, plus honnête que Mélenchon, mais c'est peut-être qu'une impression personnelle. Euh, mais voilà, enfin, il y a peut-être des choses que j'ignore sur François Ruffin qui me le feraient détester, mais voilà, je vois quand même un peu plus de, j'ai quand même plus de sympathie pour Ruffin malgré tout. Voilà, enfin, voilà. Donc, ma critique, c'est que ça va être une gauche assez molle avec Ruffin, mais honnête en fait. Quand Ruffin dit qu'il est un social-démocrate,
Ça a le mérite d'être clair. Euh, faut mieux, faut mieux être social-démocrate, à mon sens, qu'être de gauche. Pourquoi je dis ça? Parce que même si je ne suis pas social-démocrate, l'idée de gauche et de droite, c'est une binarisation gauche-droite de 200 ans d'histoire politique, avec un flou énorme qui va du social-libéralisme au marxisme en passant par l'anarchisme, et dans laquelle on prétend que tous ces gens-là, à gauche et à droite, donc un gaulliste, un royaliste, un libéral macroniste, et un libertarien, et un nazi, et un pétainiste, un fasciste, auraient tous exactement les mêmes idées à droite, et que un mec comme Hollande, un communiste stalinien, un trotskiste, un maoïste, un nanar, ils auraient les mêmes idées, ce qui est complètement idiot. À mon sens, non. Enfin, c'est évident que on peut pas. Voilà. Donc, quelqu'un qui se qualifie de social-démocrate, au moins il met les, il est franc, il est honnête. Quelqu'un qui dit je ne suis pas social-démocrate, je suis de gauche. Quelle est ta gauche en fait? Ouais. Social-démocrate, c'est quand même mieux que social-libéral. Voilà, enfin, et franchement, ce qu'on appelle aujourd'hui gauche est largement à droite sur le plan économique et social de la social-démocratie historique, en fait. Voilà, faut quand même dire les choses. Même si les sociaux-démocrates ne sont pas anticapitalistes, ce qu'on appelle gauche, bon, vous n'allez pas me dire que c'est anticapitaliste dans l'ensemble. Enfin, il y a quelques partis comme le PRCF qui sont anticapitalistes de façon plutôt carrée. Voilà. Vous avez des partis comme République Souveraine qui sont pas anticapitalistes, vraiment anticapitalistes, mais qui sont contre l'UE et qui sont antilibéraux, au sens sérieux du terme. Voilà. Vous avez le Pardem qui est un peu entre les deux. Enfin, voilà, enfin, mais voilà. Donc, il y a ça. Et bon, voilà. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que la CGT d'aujourd'hui, c'est pas la CGT de Benoît Frachon, d'Henri Krasuki. Et si vous voulez, entre la vieille CGT de Benoît Frachon, d'Henri Krasuki, de cette époque-là, la CGT de Philippe Martinez et aujourd'hui Sophie Binet, vous voyez bien que ça n'a pas du tout la même gueule. Et aujourd'hui, j'aurais préféré que ce soit Olivier Matteux à la tête de la CGT, ça aurait quand même eu une autre gueule en termes de classe. Hein. C'est-à-dire que on avait vraiment une CGT ouvrière à l'époque de Benoît Frachon. Philippe Martinez, c'était pas terrible. Il n'y a qu'à voir ses positions sur des questions géopolitiques. Voilà, c'est une véritable bille. Mais il vient plutôt d'un milieu plus ouvrier, plus prolétarien que Sophie Binet, qui vient de la petite bourgeoisie culturelle, en fait. Voilà, voilà, donc il faut quand même prendre en compte ça. D'un point de vue, moi j'ai parlé de la CGT, mais il y a d'autres syndicats. Dans les différents syndicats de salariés, vous avez la CGT, FO, la FSU, Sud Solidaire, la CFDT, la CFTC. Alors la CFTC, c'est un syndicat confessionnel, donc c'est de la merde. Euh, voilà, voilà, d'un point de vue historique, politique, idéologique, c'est de la merde. La CFDT, c'est une scission de la FTC, et c'est clairement de base, historiquement parlant, un syndicat jaune, un syndicat, bah, certains disent syndicat de négociation, mais c'est plus un syndicat de négociation qu'un syndicat de lutte, même s'il y a une nuance entre syndicat jaune, qui certains étaient littéralement ouvertement pro-patronal, mais à un niveau qui dépasse la CFDT. Donc c'est un syndicat jaune, on va dire, la CFDT. Vous avez FO qui est censé être un syndicat de lutte, mais c'est un syndicat trotskiste financé par la CIA. Donc historiquement, voilà, c'est quand même pas terrible, terrible. Vous avez Sud Solidaire, vous avez la FSU, la Fédération Syndicale Unitaire. Je crois, enfin, il me semble que c'est ça, la FSU. Vous avez ce genre de syndicats-là. Vous avez des syndicats paysans pour les paysans, type Confédération paysanne et autres. Voilà, vous avez Sud Solidaire, vous avez, enfin,
plein de syndicats. Voilà. Donc, faut prendre en compte l'existence de tous ces syndicats-là. Donc, que dire des syndicats? On pourrait se fier à l'histoire et dire, par exemple, la FO, c'est de la merde, c'est des sociotraîtres, c'est des trotskistes financés par la CIA. Bien, la réalité, c'est que vous le vouliez ou non, les directions syndicales, aujourd'hui, se sont plus ou moins embourgeoisées. Mais la CGT fait compris. Quand vous voyez qu'il y a Sophie Binet est secrétaire générale de la CGT, c'est évident. Puis vous avez la question au sein de la CGT de savoir si on adhère à la FSM, Fédération syndicale mondiale, ou à ou à un parti ou à une institution comme, euh, comme la Confédération européenne des syndicats. Donc du coup là, vous avez ouvertement une trahison de la classe ouvrière quand vous avez ce genre de choses. Et il me semble qu'elle est rattachée à une autre fédération mondiale de syndicats, mais un truc pro-OTAN ou pro-mondialiste, on va dire, pro-libéral. Voilà. Mais vous avez voilà, ce genre de débat-là qui se pose. Et dans la direction, vous avez quand même des gens comme Sophie Binet, des gens qui sont pas de la classe ouvrière, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, lorsque vous êtes sur votre lieu de travail, que vous êtes membre d'un syndicat, ne cherchez pas à, influencer la ligne syndicale de votre syndicat. Voilà. Cherchez plutôt une autre chose, c'est à renforcer votre activité de terrain, votre présence syndicale sur votre lieu de travail avec vos collègues et créer des liens avec ces gens-là pour des acquis concrets. La direction syndicale est très embourgeoisée. À mon sens, il est assez vain de vouloir changer de ligne politique pour changer la ligne politique de la CGT. Il faudrait plutôt vous concentrer sur le combat de classe sur votre lieu de travail. Donc que vous soyez cheminot, que vous soyez ouvrier, fonctionnaire, ou tout ce que vous voulez, concentrez-vous sur votre lieu de travail à vous avec vos collègues. Et essayez de multiplier le contact et utiliser les ressources pour locales du syndicat, de votre cellule syndicale, pour avancer sur des choses concrètes. Voilà, parce que c'est-à-dire que si vous voulez vous battre contre l'embourgeoisement d'un syndicat, ça va être qui a une direction de gauche bourgeoise en fait, parce qu'aujourd'hui le mouvement ouvrier s'est fait absorber par la gauche bourgeoise, totalement. Et vous n'avez plus une gauche ouvrière ou une gauche républicaine comme avant. Donc on n'est plus à l'époque où c'était le PCF qui contrôlait la CGT et qui y menait l'ordre contre les gauchistes. Aujourd'hui, ce qui domine à gauche, c'est LFI. Le PCF dès l'époque de Benoît Frachon n'existe plus. À l'époque où le PCF était dans ses heures de gloire, la distinction était faite entre le parti et les organisations de masse, dont le parti se servait pour son objectif politique, mais qui étaient deux choses distinctes. Bon, le parti fournissait des cadres, certes, mais le parti, quand même, savait faire la distinction entre les deux, et il n'y avait pas ces discours-là de savoir si vous êtes sur les trucs LGBTQIA, machin truc, si vous êtes un féministe pro-voile comme il faut à gauche, si vous n'êtes pas un ignoble raciste anti-immigration parce que vous vous rendez compte que il y a tout un tas de problèmes avec le sujet, si vous êtes un méchant islamophobe, etc. Non, à l'époque où le PCF était puissant, ces considérations bourgeoises, un PCF qui d'ailleurs combattait l'idée de CE, hein, l'idée de construction européenne était combattue par
par le PCF, tout comme l'OTAN. On n'avait pas une gauche pro-ukrainienne et pro-OTAN et pro-UE comme aujourd'hui. Voilà, on avait quand même quelque chose de plutôt carré, hein. Donc, à mon sens, étant donné que une gauche assez organisée, assez embourgeoisée, très diffuse, a pris le contrôle enfin, a pris le contrôle des syndicats à la place de l'ancien PCF, la nature est horreur du vide. Si le PCF d'antan n'est plus capable et n'a pas de ligne politique pour d'une façon relativement subtile, noyauter les syndicats, c'est la gauche bourgeoise qui le fait, en réalité. Donc, à mon sens, il faut que les travailleurs adhèrent à la CGT ou à un autre syndicat combatif, c'est-à-dire que ça ne sera pas forcément la CGT, c'est-à-dire que, en règle générale, le syndicat auquel adhérer, c'est la CGT. Voilà, étant donné l'historique à prendre en compte. Mais selon l'endroit où vous travaillez, il y a des syndicats qui peuvent être plus combatifs ou plus fiables que la CGT. Et donc, vous devez voir au cas par cas quel syndicat vous semble le plus fiable pour le combat, pour vos conditions de travail, pour vos conditions de travail concrètes. Donc, ça peut être FO, ça peut être même être la CFDT dans certains lieux. Enfin, est-ce que la cellule locale du syndicat est plus combative que les autres, à l'endroit où je me trouve, hic et nunc. La question, c'est voilà, faut vraiment faire du cas par cas. Voilà, ça peut être n'importe quel syndicat. Syndicat de salariés, j'entends, parce que personne va adhérer au MEDEF pour défendre les travailleurs, ça serait ridicule. Mais voilà. Euh, ouais, ce qui est plutôt une organisation patronale qu'un syndicat, le MEDEF même. Parce qu'après, comme il y a des syndicats pour les petits patrons, pour les artisans, commerçants, enfin, vous avez compris. euh, et dans le cas des agriculteurs, il est très intéressant de faire une union entre les ouvriers et les paysans. Donc il faut, voilà. Le truc, c'est que voilà, il y a la question de l'interprofessionnel qui se posera. Voilà. La démarche que je vous cite, ce qui est de se concentrer sur le travail, c'est vrai que sa limite, c'est quand même de ne pas être interprofessionnel. Mais dans le cadre actuel, c'est la chose la plus logique à faire. Donc ça, c'est un point. Ça, c'est un point à noter. Vous concentrer sur les ressources locales, sur les contacts locaux que vous pourriez avoir au niveau des syndicats, et sur des luttes concrètes de terrain, plutôt que vouloir changer un syndicat qui ne va peut-être pas changer, qui va peut-être obéir à des machines politiques de la gauche bourgeoise institutionnelle. Donc, à terme, il faudra que les travailleurs finissent par créer leur propre syndicat. Ça impliquera de briser la charte d'Amiens, mais comme la charte d'Amiens, c'est plutôt la CGT, et que ce sera un autre syndicat, bon, enfin, c'est plutôt... Eh bien, ce sera d'avoir une ligne politique. La CGT se piquerait d'être apartisane en parlant de la charte d'Amiens, mais à mon sens, il ne faut pas être apartisan, il faut plutôt être apartisan, mais transpartisan. Et c'est-à-dire qu'il faut une ligne politique. Cette ligne, ça doit être celle d'un patriotisme républicain, laïque, celle d'un souverainisme de combat, quand même, de se rendre compte qu'il y a un problème avec la mondialisation, avec l'UE, l'euro, l'OTAN, qui impacte directement les conditions de travail, enfin, en tout cas à une certaine échelle, qui impacte quand même les conditions de travail de façon assez importante, qui applique voilà, interprofessionnel comme la CGT, un syndicat de lutte comme la CGT, voilà, et un syndicat avec une certaine influence d'un parti communiste, d'un parti ouvrier, euh, parce que le préalable, c'est la construction d'un parti pour les travailleurs, qui puisse fournir des cadres pour le syndicat. Alors le syndicat doit être ouvert au-delà de ce parti, mais la condition pour que ça marche au mieux, c'est de construire un parti pour les travailleurs. Un tel syndicat doit avoir une ligne de lutte des classes, doit être interprofessionnel, voilà, un syndicat de lutte, et doit être souverainiste, patriote, républicain, laïque. Ce qui n'est peut-être pas foutu de faire la CGT si vous avez jamais vous retrouvez un militant voilé ou ce genre de conneries.
Voilà. Et donc, voilà, avoir un syndicat patriotique, souverainiste, républicain. À mon sens, c'est ce qu'il faudrait faire à terme. Dans l'immédiat, concentrez-vous sur votre lieu de travail. Je pense que c'est la première des solutions. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un point. Et les points que je voudrais évoquer, c'est les différentes limites du syndicalisme, c'est-à-dire que l'arme du syndicat, c'est la grève. Donc, avec la mondialisation, avec les délocalisations, quand l'usine ferme, qu'elle délocalise, quand il y a un low-cost, quand il y a ce genre de truc, la grève est impuissante. Quand vous vous retrouvez face à une usine qui s'est déplacée en Inde, ou en Corée du Sud, ou je ne sais où dans le monde, ou en Amérique, en Chine, ou peu importe, ou en Allemagne, bah, ces emplois, ils y sont plus dans les usines. Donc, comment faire pression sur le patronat quand les usines se sont barrées? Euh, Comment on peut dire prenez l'usine, camarade, quand l'usine s'est barrée? Mais ça, c'est un point supérieur à la grève pour améliorer les conditions de travail, les salaires et compagnie. Donc, quelle utilité à la grève? Il y a la grève, quand on a un syndicat interprofessionnel, on a un syndicat dans plusieurs professions. Donc, quand vous êtes faites une grève dans une usine, c'est que vous arrêtez la production. Quand vous faites une grève sur un dock, dans un lieu comme un chemin, dans le domaine ferroviaire, dans le domaine des dockers, dans le domaine des transports, notamment des transports de marchandises, je pense qu'on peut effectuer une forme de pression de fait sur le patronat du point de vue de sa clientèle, du point de vue de ses débouchés commerciaux. Je pense que ça, c'est une forme de grève qui est encore plus efficace en un sens qu'une grève dans le domaine de la production. Euh, on peut menacer l'intérêt lucratif du patronat par des grèves de dockers, par des grèves de cheminots. Alors, des cheminots, il y en a pour le transport des personnes, comme il y en a pour le transport des marchandises, et c'est pas tout à fait le même impact. Voilà. Mais voilà, ça c'est un point. Autre point, c'est que dans le domaine du secteur public, faire grève, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Comment dire? Une bourgeoisie qui met ses enfants dans des écoles privées ou qui se soigne dans des cliniques privées, quand vous faites une grève du personnel hospitalier, c'est beaucoup plus des prolos qui en subissent les conséquences. Ça fait plus pression sur des patients issus du prolétariat, même s'il faut défendre les conditions de travail des personnels hospitaliers, des infirmiers, des aides-soignantes. Bon, il y a des médecins qui sont bien payés, mais dans le public et privé, c'est pas tout à fait la même chose. Et des conditions de travail, donc il faut protester. Je suis tout à fait d'accord de ce point de vue-là. Tout comme il faut protester pour avoir de meilleures conditions pour que les profs fassent cours et compagnie. Mais là, on est dans le domaine de fonction publique et vous n'avez pas un patron sur lequel vous avez l'État, mais vous n'avez pas un patron qui va sentir ses intérêts lucratifs. Quand vous arrêtez d'enseigner à des élèves, alors peut-être que lointainement, un patron va se dire qu'il va avoir moins d'employés qualifiés, enfin ce genre de truc, mais ça va aussi être un retard pour l'émancipation intellectuelle des élèves. Même si, bon, on pourrait critiquer le programme scolaire dans le cadre actuel, notamment sur les programmes d'histoire, sur le totalitarisme, mais bon, voilà, où il y a peut-être beaucoup de propagande. Mais voilà, on a quand un bourgeois se fait soigner dans une clinique privée, la grève du personnel hospitalier dans le public, il en a rien à foutre. Quand il éduque ses enfants dans des écoles privées et que il y a grève dans des établissements publics, il en a rien à foutre, le bourgeois. Enfin, donc voilà, principalement dans le secteur du salariat, dans les domaines où le salariat est concerné, c'est là où il faut surtout faire des grèves. Voilà, j'entends. Les fonctionnaires devant plutôt, devant réclamer des meilleures conditions de travail, mais devons aussi, surtout, dans l'intérêt et là c'est l'intérêt d'un syndicat interprofessionnel, soutenir les salariés en grève. Euh, donc voilà. Parce qu'on n'a pas un patronat
dans l'éducation nationale, dans l'instruction publique, je préférerais dire, ou dans le personnel hospitalier, de la même façon que, même si bon, ils peuvent le cannibaliser par le privé à terme, que pour une usine ou un commerce, enfin une grande surface, que pour un système de Docker, de cheminée, enfin, que pour quelque chose qui concerne des intérêts économiques, voilà, pour dire les choses. Voilà, il y a des intérêts de service public et il faut les défendre. Et il y a des intérêts économiques, et là, c'est là que se joue le rapport de force. Voilà. Ça, c'est un point. Ça, c'est un point. Il y a plein d'autres points qu'elle a abordés. Enfin, il y a un point un peu polémique, un peu théorique plutôt, que j'aimerais aborder, c'est est-ce qu'il y a de nouvelles façons de faire grève? Parce que, outre le fait de se concentrer sur le transport des marchandises, certains pourraient nous ramener le fait qu'ils veulent faire pression sur les bobos en organisant les livreurs, avec Deliveroo où ils voient pas leur patron parce passent par une plateforme numérique, ça risque d'être un peu compliqué. Euh, J'envisage une forme de grève de nouvelle forme, mais c'est purement théorique, je ne le prône pas. J'en ai entendu parler, c'est une grève qui consiste à ne pas arrêter de travailler. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, cette grève consiste à faire pression sur le patronat en n'arrêtant pas de travailler. J'entends dans le domaine du commerce, des commerces, de la distribution. Donc, vous êtes caissier dans un supermarché, vous continuez à travailler, mais pour justement ne pas faire payer les clients. Du coup, le patron de ce supermarché perd de l'argent au fur et à mesure où les clients obtiennent gratuitement, pris sur le tas, donc une forme de communisme avant l'heure, la marchandise, voilà, parce qu'ils font pas payer. Idem pour les stations d'essence, les stations-service, où vous avez un pompiste, vous avez un personnel local qui lui, pour protester contre son patron, fournit de l'essence gratuitement. Voilà. Ou alors dans une raffinerie. Enfin, là, c'est plutôt le domaine de la production, mais une grève non pas par l'arrêt de la production, mais par la libre distribution des marchandises aux usagers. C'est une façon de faire grève que je n'incite pas parce que, bon, c'est du point de vue de la loi, je me dis que les personnes qui pratiqueraient ce genre de grève auraient peut-être quelques problèmes, parce que quand même le droit de grève, on a un cadre juridique qui s'est créé autour pour protester, qui est quand même un acquis historique. Mais le droit de grève sous cette forme-là, je ne sais pas s'il est reconnu. Mais moi, j'ai entendu cette histoire, je l'ai trouvée assez marrante, je voulais la partager avec vous, parce que il y a de la créativité, mais il faut penser le cadre juridique autour pour pas que les mecs qui font le truc. Après, s'il y a plein de personnes qui font cette action-là, la faire massivement, ça peut moins les exposer à des risques de répression, voilà, type prison et compagnie. Mais puisqu'il y a des places limitées, blablabla. Mais bon, par contre, des grosses amendes pour des gens qui viennent des classes populaires, ça existe. Et ça représente pas la même chose que pour un bourgeois. Pour quelqu'un qui gagne à peine le SMIC, pour des emplois de caissier par exemple, avoir de très très grosses amendes parce qu'il a distribué librement aux usagers, aux consommateurs, enfin les biens de son patron, et devoir raquer pour ça, ça peut faire lourd en fait. L'addition peut être salée. Mais ça permet d'envisager des nouvelles formes de lutte. Il faut être créatif, mais quand même prudent sur la, sur la forme que ça pourrait prendre. Donc aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on peut organiser assez. On a des moyens de communication qui nous permettent de, d'a- de coordonner et d'organiser des grèves. Donc c'est pas mal de ce côté-là. Donc ça peut être des choses de ce genre qui peuvent. Voilà.
À mon sens, l'utilisation des technologies, des réseaux sociaux, d'internet, smartphones, internet et compagnie, tout ça, ça peut être un point positif pour que une nouvelle forme de syndicats, et de syndicalisme puissent s'organiser face à ce qui manque en termes de lutte syndicale aujourd'hui. Voilà, si on envisage de rebâtir un syndicat ouvrier de combat, et qui soit capable d'aller plus loin que la CGT, l'usage des nouvelles technologies peut voilà, être... voilà. Ça n'empêche pas qu'il faille, comme dans les syndicats traditionnels, avoir une organisation, avoir un comité central, avoir un congrès, avoir ce genre de choses. Ce qui exige aussi d'investir des lieux physiques, en fait. C'est-à-dire que se retrouver pour débattre quand tu veux t'organiser au niveau national, pour un parti, pour un syndicat, pour tout ce que vous voulez, pour voilà, avoir des cellules locales dans lesquelles on peut discuter, avoir des réunions, comme pour un syndicat. Alors on peut le faire en ligne sur son PC, mais c'est pas exactement la même chose. Ça, c'est pour quand on est au début, on veut. Et en plus, il faut quand même avoir une certaine unité géographique pour agir sur le terrain. Mais voilà, voilà, faut être capable de s'organiser à terme. Donc, faut prendre en compte tout ça, à mon sens. Faudra penser un syndicalisme adapté à notre époque, adapté à la lutte des classes à notre époque, qui tourne la page à la gauche bourgeoise comme à la droite réactionnaire, qui dépasse le clivage gauche-droite, non pas pour faire un discours confusionniste, mais pour rejeter les deux médailles, les deux faces d'une même pièce qu'est la bourgeoisie, capable d'avoir un discours structuré, patriote, républicain, souverainiste, laïque, d'avoir vraiment un syndicalisme populaire, voilà, ancré dans les masses populaires. Et ça, on ne pourrait pas l'avoir avec quelqu'un comme Sophie Binet. On ne pourra pas du tout l'avoir avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est quand même, faut quand même prendre en compte une chose, c'est que la renaissance d'un parti ouvrier authentique, un parti communiste, d'un parti socialiste, peu importe l'étiquette que vous lui donnez, passe par un parti qui non seulement théorise, l'avant-garde, donc c'est le parti, mais qui développe les organisations de masse sur le terrain. Et dans les organisations de masse, alors vous avez une action théorique, hein, c'est le fait que devez avoir une association qui fasse plutôt une forme d'institut de formation, d'université populaire, de cercle, de think tank, qui serait ben, un truc oui, d'éducation populaire, une association d'éducation populaire, qui enseigne aux gens qui veulent bien le marxisme. Donc ça doit remplacer plutôt les organisations de jeunesse où aujourd'hui ils apprennent juste à être gauchistes et à sortir des discours un peu con aujourd'hui. Faut voir ce que sont les JC aujourd'hui et même ce que sont les JRCF qui sont pas à la hauteur du PRCF, hein. Euh, donc vous avez des organisations d'éducation populaire plutôt promouvoir ça. Après, si on regarde les Juventus Combativa avec le PMLRC et le Frente Obrero, c'est des organisations de jeunesse qui ont quand même un peu plus, ont quand même leur mérite. Voilà. Mais j'ai l'impression quand même que dans les pays occidentaux, on n'a pas des jeunesses dignes des pionniers, des Komsomol ou de la FDJ en RDA, de la Freie Deutsche Jugend. Voilà, la jeunesse libre allemande ou des Komsomol, on n'a pas des orgas de jeunesse dignes de ça. Donc, plutôt que séparer les jeunes et les vieux, bon, même s'il y a de la sénescence au PRCF, par exemple, s'il y a des gens plutôt âgés, respectables par leur combat, la longueur de leur combat, mais bon, sur des raisons pratiques, ça peut poser problème quand vous avez du mal à sortir de chez vous, ou que vous entendez, ou que vous finissez par être sourd comme des pots. Euh, donc, il faut avoir un parti, une organisation
cercle d'études, éducation populaire, tout ça. Une organisation caritative pour le parti, type Secours populaire. Voilà. Là où le truc d'éducation populaire, ça ressemblerait à une forme d'IHT gratuit et laïque, hein. Voilà, enfin, même si on peut critiquer énormément la ligne de l'IHT, ils ont le mérite d'essayer de développer quand même quelque chose qui intellectuellement soit relativement construit. On pourra être en désaccord sur une dérive conservatrice, éventuellement, et sur le fait que l'homme PayPal, bon, enfin, que que l'argent, l'aspect privé et l'aspect un peu entre-soi bourgeois, ça fait pas très marxiste. Enfin, le côté faire payer des formations payantes, tu vas pas tirer des prolos avec. Tu vas éduquer des bourgeois à devenir de bons marxistes. C'est ridicule. Euh, donc une forme d'IHT gratuite, laïque, j'insiste sur laïque. Une forme d'association type secours populaire, en fait, une association caritative, et le syndicat. Voilà. Et le syndicat, une organisation syndicale digne de la CGT. Voilà ce qu'il faut pour créer pour avoir un parti qui est de véritable organisme. Un parti qui se développe. Voilà. Un parti communiste qui se développe, il doit reposer sur son action de théorie, de ligne politique, de propagande, d'organisation, de dialogue avec les classes populaires, de développer des organisations de masse qui agissent sur le terrain, que ce soit par l'éducation populaire, par des activités caritatives ou par la défense des ouvriers sur des travailleurs, ouvriers, paysans, fonctionnaires, travailleurs sociaux, tout ce que vous voulez, employés à divers degrés, sur leur lieu de travail, dans une optique de lutte des classes, dans une optique souverainiste, républicaine, patriotique, hein. Donc voilà, dans une optique de classe, le tout réuni dans un front uni. Un front uni de masse de ces organisations et de ce parti ouvrier. Voilà comment penser le syndicalisme à l'avenir. Le syndicat doit être ouvert à différentes sensibilités politiques. Voilà, on peut, du moment en revanche où on respecte certaines règles qui sont des règles permettant de rassembler une majorité populaire et permettant d'avoir véritablement une optique de lutte concrète pour la défense des droits des travailleurs. Parce que si vous vous mettez à avoir un syndicat qui défend des causes woke auxquelles l'immense majorité des classes populaires n'aspire absolument pas, qui défendent des intérêts d'une communauté particulière, qu'elle soit ethnique, sexuelle, religieuse, tout ce que vous voulez, au détriment de l'intérêt général, ou qui nous fassent une propagande antinationale ou anti-républicaine. Voilà, enfin, si vous avez un royaliste ou un anarchiste dans un syndicat qui vous dit que sa priorité, c'est pas les travailleurs, mais abat la République, vous avez objectivement un ennemi de classe et un ennemi des travailleurs. Hein, voilà. Les anards et les royalistes ont ce point commun, ainsi que les fascistes et théocrates, ont ce genre de point en commun d'être des ennemis des travailleurs autant que les libéraux. Bon, d'ailleurs, les anards sont des libéraux, de par leur cosmopolitisme. Oui, parce que quand vous êtes pour l'abolition des frontières, vous êtes objectivement pour la libre circulation des biens et des personnes, donc et des biens, des marchandises, des personnes, des capitaux. Donc ça fait vous un gros capitaliste. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il faut un syndicat qui soit une organisation de masse, mais il faut une ligne politique. Et une politique dont se sert le Parti communiste pour agir. C'est-à-dire que le Parti communiste est l'avant-garde du prolétariat. Il est un intellectuel collectif qui est censé apporter des solutions, apporter un programme, apporter des idées, faire de l'éducation populaire. Voilà, enfin, essayer de développer des réflexions, des discussions avec des gens qui ont une analyse sérieuse des choses. Et il doit pouvoir
être en contact avec les masses, donc développer des organisations de masse. Voilà. Mais il doit y avoir une certaine réflexion au sein du Parti communiste. C'est sérieux. Et donc une action de terrain. Et le principal lieu de cette action de terrain, c'est le travail. C'est le principal lieu de confrontation entre le prolétariat et la bourgeoisie. C'est le monde du travail. Pas le monde culturel, associatif, sur des abstractions, à moins que la culture s'inscrive dans le domaine du travail. Mais voilà. Donc, un syndicat, ça ne renversera jamais à lui seul le capitalisme. En revanche, ça pourra y aider. Vous imaginez par exemple qu'un syndicat qui est capable de s'organiser à échelle nationale, de bloquer des usines, de bloquer des gares, de bloquer des dockers, est capable d'avoir une action très utile pour un parti révolutionnaire, pour un parti communiste avec des objectifs de transformation révolutionnaire de la société. Il peut faire pression sur le patronat, pression sur la bourgeoisie, pression sur l'État, pour mener à des revendications politiques en faveur des classes populaires. Par ailleurs, quand vous avez des dockers, des cheminots qui peuvent bloquer l'acheminement de marchandises, vous n'êtes peut-être pas un protectionnisme politique avec qu'un parti politique pourrait mettre en place de façon efficace, sérieuse, avec des droits de douane qui se mettent en place, mais vous avez de fait une forme de protectionnisme, enfin, de pression sur la circulation des marchandises qui peut se faire en faveur des classes populaires. Donc quelque chose qui, à défaut d'être du protectionnisme au sens propre du terme, quand vous avez le contrôle sur l'acheminement des marchandises, ça peut permettre une influence dont on peut éventuellement se servir. Ça ne fait pas tout, mais c'est un début. Voilà. Donc j'ai évoqué l'ensemble de ces questions, il me semble. Voilà. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, prenez soin de vous. Raison, égalité, solidarité, nous vaincrons. Hasta siempre pour la victoire du prolétariat.